Monsieur, la voix de l'hôtesse de l'air a traversé la cabine calme comme une chute soudaine d'altitude, nette et percutante. Cette section est réservée aux passagers de la classe affaires uniquement. Soit vous prenez votre siège en économie comme il se doit, soit je demande à la sécurité de vous escorter hors de l'avion. C'est clair ? Son ton n'était pas seulement ferme. Il était teinté de quelque chose de plus froid. Quelque chose qui montrait qu'elle ne faisait pas que faire respecter les règles, elle voulait faire passer un message. Les passagers des rangées voisines arrêtèrent ce qu'ils faisaient. Un homme baissa son journal. Une femme serra un peu plus fort son sac de marque. L'atmosphère dans la cabine première classe du vol Global Skies 162 changea en un instant. Tous les regards se tournèrent vers un homme, un grand gentleman noir assis tranquillement en 2A, vêtu d'un polo bleu marine simple, d'un jean foncé et de Peugeot de baskets en cuir. Il avait l'air calme, parfaitement immobile. Comme si ce n'était pas la première fois qu'on tentait de le diminuer publiquement, il ne parla pas. Pas encore. Mais le feu dans ses yeux en disait plus que des mots. Toute la cabine se tut, attendant de voir ce qu'il allait faire. Et personne, pas même l'hôtesse de l'air, ne savait qui il était vraiment, ni ce qui allait arriver ensuite. Avant d'entrer plus profondément dans cette histoire puissante, vous regardez d'où ? Dites-le dans les commentaires. On adore voir cette communauté venue de tout le pays et même au-delà. Si vous pensez que le respect ne devrait pas dépendre de la race, des vêtements ou du silence, mettez un like et abonnez-vous. Maintenant, revenons au moment où un homme est monté dans un avion. Pas juste pour voyager, mais pour tester quelque chose de plus profond. Daniel Mon n'était pas un passager comme les autres, mais ce jour-là, il s'habillait comme tel. Pas de costume, pas de Rolex, pas d'escorte. Il est monté seul à bord du vol Global Skies 162 au départ de LAX, avec seulement un sac en cuir pour ordinateur portable et un roman qu'il n'avait pas encore ouvert. Sa barbe poivre et sel était taillée, sa posture droite, ses gestes délibérés pour un œil non averti. Il aurait pu être n'importe qui, un professeur se rendant à une conférence, peut-être un consultant en déplacement pour une entreprise moyenne. Mais Daniel Moore n'était rien de tout ça. Il était le PDG et le plus grand. Actionnaire privé de Global Skies Airlines, la même compagnie dont l'équipage de regardait maintenant de travers. Et ce siège de ZA, était le sien. Pas seulement sur le manifeste, mais au sens figuré. Il avait dessiné la configuration de la cabine il y a des années, à l'époque où Global... Skies essayait encore de rivaliser avec les compagnies historiques. Chaque centimètre de cet avion était passé sur son bureau. Et maintenant, il était là, pas pour voyager confortablement, mais pour voir de ses propres yeux un phénomène inquiétant que Jourek s'était discrètement installé ces 6 derniers mois. Tout avait commencé par une lettre. Une femme noire, âgée, avait écrit au siège de la compagnie pour raconter comment elle avait été traitée comme un chien errant par une hôtesse lors des voyages à Atlanta. Puis un étudiant boursier avait envoyé un mail pour dire qu'il avait été arrêté par la sécurité avant d'embarquer. Parce que quelqu'un estimait qu'un sweat à capuche n'avait rien à faire en première classe. Daniel avait lu personnellement chaque plainte. Ivan ne les avait pas envoyés au service juridique. Il ne les avait pas transférés aux ressources humaines. Il avait pris une décision. S'il voulait comprendre ce qui se passait, dans sa propre entreprise, surtout en vol, il devait le vivre sans que son titre ne le protège. Pas d'avertissement, pas d'annonce avant l'embarquement, pas de limousine qui l'attendait au bord du trottoir, juste un siège dont le silence. Il avait choisi la liaison LA-Chicago, car c'était une route très fréquentée et très visible, un corridor d'affaires. Plus d'occasions d'observer et plus de chances de voir comment l'équipage se comportait sous pression. En s'installant, à son siège, il fit un signe poli de tête à la femme de l'autre côté de l'allée, qui lui répondit par un faible sourire avant de retourner à nous son téléphone. La porte de la cabine était encore ouverte. Des passagers embarquaient encore. C'est alors que Gregory Lang entra. Gregory Lang était le genre d'homme qui s'impose sans jamais dire un mot. Blanc, la cinquantaine, blazer ajusté,
et l'aura arrogante de quelqu'un qui pense que le monde est fait pour lui. Il s'arrêta en voyant Daniel en deçà, cligna des yeux 2 fois, puis continua sans rien dire, mais pas sans un regard qui s'attarda. Daniel ne leva pas. Il n'en avait pas besoin. Il connaissait ce regard. C'était celui qui scrutait les vêtements, la posture, les bagages d'un homme noir et rendait un verdict avant même que le premier mot soit prononcé. Mais Daniel n'était pas là pour se défendre. Bagages et avait rendu son verdict avant même que le premier mot ne soit prononcé. Mais Daniel n'était pas là pour se défendre. Cécile était là pour observer. Moins de 4 minutes plus tard, la chef de cabine, Ashley Reynolds, fit son approche. Elle semblait maîtrisée, mais Daniel remarqua un éclair dans son regard. Un double regard, un léger plissement des yeux. Elle ne le salua pas, ne demanda pas de boisson. À la place, elle se pencha et dit avec une politesse mesurée. « Je crois qu'il y a eu une erreur avec votre siège. Monsieur, avez-vous votre carte d'embarquement » Daniel la lui a tendue, sans un mot. Elle l'a regardé, a marqué une pause, puis a levé les yeux vers lui. Son sourire forcé. H.A.A. D'accord, intéressant. Sa voix s'est atténuée, puis est arrivé le moment qui a changé tout le vol. Elle a reculé, a croisé les bras et a dit assez fort pour que les passagers proches entendent cette phrase devenue célèbre: « Cette section est réservée aux passagers de la classe affaires. Soit vous descendez à l'arrière de l'avion, soit je fais appel à la sécurité pour vous faire sortir. » Elle ne l'a pas chuchoté. Elle ne l'a pas prise à part. Elle l'a dit haut et fort devant tout le monde. Et à cet instant, Daniel a su que ça ne parlait pas d'un siège. Ça ne l'a jamais été. Il a regardé autour de lui dans la cabine. Gregory Lang s'est redressé sur son siège avec une satisfaction visible. Une femme au rang 3 a serré ses perles. Et le silence qui a suivi bourdonnait, un silence qui n'était pas vide, mais rempli de choses que personne ne voulait dire. Daniel a pris une inspiration, a calmement plongé la main dans sa poche et en a sorti son téléphone. Il n'a pas haussé la voix. Il n'a pas menacé, il a simplement tapé un message bref à quelqu'un chez la direction. 6 mots. Code bleu. Porte 22. Réponse immédiate. Puis il a remis le téléphone sur ses genoux et a levé les yeux vers Ashley Reynolds, toujours debout au-dessus de lui, toujours en train d'attendre qu'il cède. Mais Daniel Moore n'a pas cédé. Pas ce jour-là. Jamais. La tension dans la cabine était assez forte pour se sentir dans la poitrine. Ashley Reynolds, la chef de cabine, restait debout devant Daniel, bras croisés, lèvres serrées, comme si elle attendait un ordre à obéir. Pas une question à répondre. Daniel, aussi calme que toujours, lui rendait son regard sans un mot. Pas par défi, mais par patience. Ce genre de patience qui vient de décennies à devoir avaler les préjugés avant même le petit déjeuner. Il savait ce qui se passait. Il avait vécu différentes versions de ça toute sa vie, juste jamais aussi flagrante, jamais aussi publique et jamais venant d'un employé de sa propre compagnie aérienne. De l'autre côté de l'allée, Gregory Lang s'est appuyé en arrière avec un sourire satisfait, jambes croisées et yeux indrognaient, brillant comme un homme qui vient de voir le monde confirmer son statut. Rangée après rangée, l'ambiance changeait. Certains passagers One Piece regardaient ailleurs. D'autres faisaient semblant de ne pas entendre, mais tout le monde ressentait le déséquilibre. Cette division nette entre ceux qui étaient donc autorisés à appartenir et ceux à qui on disait qu'ils n'en faisaient pas partie. Ashley a regardé la carte d'embarquement de Daniel, encore une fois, et voix se durcissant, comme si voir l'attribution du siège imprimé dessus ne suffisait pas. « Vous êtes sûr que ce n'est pas la carte de quelqu'un d'autre ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'incrédulité, parce que, je veux dire, vous n'étiez pas sur la liste des surclassements. On n'a pas vu votre nom à l'enregistrement. Daniel l'a regardé dans les yeux et a enfin parlé, sa voix basse. Posée. C'est la mienne. Le siège, la carte, tout. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Le poids de ses mots.
avait plus d'autorité que le volume ne pourrait jamais en avoir. Ashley a ouvert la bouche pour dire autre chose, peut-être des excuses, peut-être un autre défi, mais s'est arrêté net quand une hôtesse plus jeune est arrivée à son côté. Sophia Grant, 31 ans, calme, réfléchie, Qutaritun, assez nouvelle chez Global Skies, observait depuis la cuisine. Elle s'est penchée près d'elle, sa voix à peine un murmure. « J'ai vérifié 2 fois le manifeste. Il est inscrit en 2A, tarif plein, pas de surclassement, il a payé. » Ashley a cligné des yeux. « Payé ?»« Oui. » Sophia a hoché la tête. « En totalité, aucun drapeau rouge, tout est en règle. » Le visage d'Ashley s'est crispé. Pas de clarté, mais de la frustration. Pendant une longue seconde, elle n'a rien dit. Elle a juste fixé Daniel comme s'il était une énigme insoluble. Et c'est à ce moment-là que Gregory Lang a de nouveau pris la parole, assez fort pour que tout le monde entende. « Eh bien, peut-être que la prochaine fois, vous autres, vous pourriez essayer de vous asseoir au refuge où vous êtes censés être, au lieu de faire toute une scène. » Ces mots ont frappé comme une gifle. La mâchoire de Sophia s'est tendue. La femme, en 2 jambes, rang 3, a reculé visiblement. Et Daniel, lui, est resté là aussi immobile qu'avant, les mains posées sur ses genoux. Dans son expression a changé. Un éclat de froideur calculé derrière sa paume. C'est à ce moment précis que le téléphone de Daniel a vibré doucement. Il a baissé les yeux, a lu le nom sur l'écran, Marcus Tate, vice-président des relations corporatives, et a posé le téléphone face contre la table à côté de lui, de l'autre côté de l'allée. Sophia a remarqué le mouvement et s'est subtilement penchée. « Ça va, monsieur ?» a-t-elle demandé. Sa voix était sincère, humaine. Daniel a hoché la tête. « Oui, merci. » Puis avec un léger sourire qui ne... atteindre ses yeux, ajouta-t-il, « Disons simplement que je n'aurai pas besoin du divertissement en vol aujourd'hui. » Sophia esquissa un léger sourire, mais derrière ses yeux se cachait une inquiétude. Elle sentait que quelque chose arrivait. Quelque chose de plus grand qu'un simple différent siège. À l'avant de la cabine, Ashley se dirigea rapidement vers le cockpit. Quelques instants plus tard, la porte du poste de pilotage s'entr'ouvrit et le capitaine Ron Baker, la quarantaine bien entamée, calme, posé, habitué à gérer les imprévus logistiques, en sortit. Il balaya rapidement la cabine du regard et croisa le regard d'Ashley. « Quel est le problème ?» demanda-t-il. Le passager en 2A refuse de se plier à un changement de siège. Le manifeste est flou. Ashley garda un ton neutre, mais ses yeux trahissaient son urgence. « Nous devons régler ça avant le recul des avions. » Le capitaine Baker acquiesça et commença à marcher dans l'allée. En approchant de 2A, Daniel se leva lentement, calmement, pas en signe de protestation, mais avec cette assurance qui disait « Je n'ai rien à prouver, mais vous devez comprendre à qui vous parlez. »« Bonjour, capitaine, » dit Daniel. « Je crois qu'il y a eu un malentendu. » Baker tendit la main, mesurée. « Clarifions cela alors. Vous avez une pièce d'identité ?» Daniel ne broncha pas. Il plongea la main dans son portefeuille et tendit une carte de visite noire, simple, sans lettres dorées, ni bordure embossée, juste son nom, Daniel Moore, et en dessous, directeur général des Global Skies Airlines. Baker prit un moment, la lut, puis leva les yeux, visiblement surpris. Son ton changea instantanément. « Monsieur Moore, mais Daniel leva la main. « Ne faisons pas de scène, capitaine. J'ai déjà envoyé un message à la direction. Votre rôle maintenant est de garder cette cabine calme pendant que nous réglons ça. » À la porte d'embarquement. Baker acquiesça rapidement, abasourdi, puis se dirigea vers le cockpit sans un mot de plus. Pendant ce temps,
Dans la cuisine arrière, Sophia reçut un signal discret sur sa radio interne d'équipage. « Arrêtez l'embarquement !» ordonna-t-on. « Ne fermez pas la porte principale. » À la porte 22, l'opérateur de la passerelle reçut le même appel. Juste à l'extérieur, un SUV noir aux vitres teintées arriva. Marcus Tate en descendit, vêtu d'un costume gris élégant, un Bluetooth à l'oreille et un regard déterminé. En quelques secondes, il passa la sécurité et monta sur la passerelle avec 2 superviseurs aéroportuaires en uniforme. Dans la cabine, Ashley était revenue dans l'allée, sentant que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle se tourna vers l'avant juste au moment où Marcus entrait. Dès qu'elle le vit, sa posture se raidit, il regarda autour, aperçut Daniel puis s'adressa à la cabine, calme mais autoritaire. « Mesdames et messieurs, nous nous excusons pour ce retard. Un problème de procédure nécessite une attention avant départ. Nous vous remercions de votre patience. » Puis il se tourna vers Daniel et baissa la mâtire. « Vois, je suis venu aussi vite que possible. » Daniel fit un léger signe de tête. « Résolvons ça en privé. Ensuite, nous déciderons de la suite. » Ashley regarda en silence stupéfaite les 2 hommes se diriger vers l'avant de l'avion avec le personnel de la porte. Pour la première fois, l'équilibre du pouvoir dans la pièce changea. Non pas par la colère, ni par des cris, mais par une autorité calme et indéniable. Sophia suivit derrière, croisant le regard d'Ashley 1 seconde. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Le regard en disait assez. « Tu viens de t'attaquer au mauvais homme. Et à partir de maintenant, ce vol prenait une direction que personne n'avait prévue. Longtemps, personne ne parla. La cabine resta immobile, suspendue dans ce silence étrange qui ne survient que quand les gens réalisent qu'ils ont été témoins de quelque chose de plus grand qu'un simple retard. Les passagers murmuraient doucement derrière leurs mains, jetant des regards vers l'avant, où Daniel Moore venait de descendre de l'avion avec Marcus Tate et 2 responsables de porte dans la passerelle. La conversation fut brève mais directe. Daniel n'éleva pas la voix, ne laissa transparaître aucune colère. Le prof exposa simplement les faits. Il était monté à bord anonymement, volontairement. Il avait payé plein tarif pour un siège en classe affaires. Il avait respecté toutes les politiques de la compagnie et pourtant, uniquement à cause de son apparence, de ses vêtements, de sa tasse, son peau, de son silence, il avait été défié, interrogé et publiquement humilié par quelqu'un de son personnel. Je compte de peau son silence. Il avait été défié, interrogé et publiquement humilié par quelqu'un sous ses ordres. Donc, je ne suis pas venu ici pour imposer mon autorité. Daniel dit calmement. Je suis venu voir si les rapports que j'ai lus sont justes. Des incidents isolés ou un schéma, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un schéma. Marcus hocha la tête, la mâchoire serrée. Il venait tout juste de prendre le poste de VP et avait déjà commencé à pousser pour une formation sur la culture d'entreprise au niveau des équipages. On peut, ça veut dire, immobiliser l'avion maintenant, monsieur, proposa-t-il. Changer le personnel, retarder le départ ou non, interrompit Daniel. Pas encore, rentrons. À l'intérieur, je veux voir qui parle et qui garde le silence. Il se retourna avec un calme qui démentait la gravité. Au moment, il retourna dans la cabine. Tous les regards se tournèrent vers Daniel qui réapparaissait, cette fois suivi de Marcus et d'un des responsables de l'aéroport. Ashley, maintenant visiblement pâle, restait figée près de la cuisine. Sa voix avait disparu. Elle ne prononça pas un mot, ne s'approcha pas, ne s'excusa pas. Elle avait perçu le changement dans le langage corporel dès que Marcus était monté à bord.
Elle avait observé comment Daniel s'était comporté sans donner d'explication. Et maintenant, elle comprenait. Elle avait humilié l'homme qui signait les chèques, qui définissait les politiques, qui avait le pouvoir de reconstruire toute cette compagnie aérienne de fond en comble. Pourtant, elle ne dit rien, pas même un murmure. Daniel retourna lentement à son siège 2A, comme un homme roclin c'est qu'il a patiné d'un doigt. Sophia s'éteignit à proximité et s'écarta respectueusement. Monsieur Moore, dit-elle doucement, puis-je vous apporter quelque chose à boire? Daniel lui fit un léger signe de tête. De l'eau, s'il vous plaît, à température ambiante. Elle disparut, sans faire d'histoire, de l'autre côté de l'allée. Grégory Lang n'avait plus, et son sourire narquois. Il se déplaça mal à l'aise, ajustant sa cravate, comme si l'air était soudain devenu plus lourd. Il ne croisa plus le regard de Daniel, plus maintenant. Quelques rangées derrière, une femme asiatique d'âge moyen, Linda Chu, se pencha légèrement dans l'allée et dit assez fort, pour que toute la cabine entende. « Je tiens à vous remercier, monsieur, pour la façon dont vous avez géré tout ça. » Daniel se retourna et croisa son regard. Il y avait de la gentillesse dans sa voix, mais surtout de la conviction. « Personne ne devrait être traité comme ça, ajouta-t-elle. Ni ici ni ailleurs. » Ces mots flottèrent un instant dans l'air. Puis, un autre passager, un homme plus jeune, en tenue professionnelle, prit la parole. « Oui, ce n'était pas juste. Vous avez vraiment géré ça. Avec grâce. » D'autres acquiescèrent. Le silence avait changé. Ce n'était plus tendu, mais réfléchi. Les gens commençaient à ressentir autre chose maintenant. De la culpabilité peut-être? De la prise de conscience? Certains se demandaient s'ils avaient déjà parlé. Dans des moments similaires. La plupart savaient que non. Ashley, debout près du mur de la cloison, ouvrit la bouche. Peut-être pour parler, peut-être se défendre. Mais avant qu'aucun mot ne sorte, le téléphone à l'avant sonna. Sophia décrocha, écouta un instant, puis se tourna vers Ashley. « Le capitaine veut vous voir à l'avant, » dit-elle doucement. Ashley ne protesta pas. Elle acquiesça simplement et Apurek marcha vers le cockpit. La porte se referma derrière elle, et pendant plusieurs minutes elle ne revint pas. Lorsqu'elle revint, son visage était pâle, la mâchoire serrée, et elle ne croisa le regard de personne. Elle disparut dans la cuisine, et... À partir de ce moment, elle ne revint plus jamais dans la cabine. Daniel but une gorgée d'eau et sortit le roman de poche qu'il avait apporté. Un livre qu'il savait qu'il ne lirait pas, mais quand même, le simple fait de l'ouvrir faisait passer un message. Il restait calme, ferme, et rien de ce qui s'était passé ne le ferait bouger. Entendant la première page, Sophia se pencha près de lui. « Monsieur Moore, dit-elle doucement, je voulais juste m'excuser. Je ne savais pas qui vous étiez, mais même si je Vous étiez un simple passager. Rien de tout ça n'aurait dû arriver. » Sa voix était assurée, mais ses yeux étaient vitreux. Daniel leva les yeux vers elle. « Je sais que vous n'avez pas parlé au début, » dit-il. « Mais vous avez vérifié le manifeste. Vous êtes revenu. » Ça compte. Elle hocha la tête une fois et retourna à ses tâches. Et puis, juste au moment où la cabine commençait à se calmer, Grégory reporait en... Lang, le même homme qui plus tôt avait souri en coin et marmonné, se pencha. « Écoutez, commença-t-il maladroitement. Je ne voulais pas. Offensé avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est juste que, eh bien, le monde est devenu tellement sensible, vous savez comment c'est. Daniel ne répondit pas. Il tourna simplement la page de son livre, et puis quelque chose d'inattendu se produisit. L'interphone avant. Et la voix du capitaine se fit entendre. « Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. » Qui vous parle ?
Avant que nous nous mettions en route, je tiens à reconnaître personnellement et à m'excuser pour le retard et pour tout comportement non professionnel dont un passager aurait pu être victime aujourd'hui. Chez Global Skies, nous nous engageons à respecter, à assurer la sécurité et l'égalité de tous. Les passagers, peu importe ce qu'ils portent, où ils sont assis, ou à quoi ils ressemblent. Merci de votre compréhension. Le message prit fin. Plusieurs passagers regardèrent autour d'eux. Certains hochaient la tête, d'autres applaudirent doucement au début, puis avec une confiance grandissante, Daniel referma son livre. Pas parce qu'il avait fini de lire, mais parce que l'histoire autour de lui, il venait de prendre un virage. Laissez-moi vous demander ceci. Si vous étiez dans cet avion, auriez-vous pris la parole? Ce n'était pas là-bas faire seulement une question de siège, c'était une question de dignité. Daniel Mon n'a pas crié ni menacé, mais en tenant bon, il a forcé un règlement de compte à 11 000 mètres d'altitude avant même que l'avion ne décolle, et l'histoire ne faisait que commencer. Les lumières de la cabine se sont légèrement tamisées alors que l'avion se préparait enfin à reculer de la porte. Mais l'atmosphère dans cette cabine première classe, détendue. Les gens digéraient encore ce qu'ils venaient de voir. Certains étaient clairement mal à l'aise, pas à cause de la présence de Daniel, mais à cause du miroir qu'il leur tendait. Ce moment venait de mettre en lumière leur propre silence. D'autres jetaient des regards furtifs vers lui, comme s'il était plus qu'un homme lisant un livre. Et il l'était. Pas qu'ils le savaient encore. La plupart ne réalisaient pas vraiment qui il était. Pour eux, c'était juste un homme noir, bien habillé, qui avait tenu sa position et réussi à, retourner toute la hiérarchie de la cabine sans jamais hausser le ton. Mais ça allait changer. Quelques instants après l'annonce du capitaine dans les haut-parleurs, la porte de la cabine s'est rouverte. Brièvement, ce qui n'arrive presque jamais, une fois que l'équipage a scellé la cabine. Un responsable au sol de Global Skies en uniforme est monté à bord, tenant un dossier, et s'est dirigé rapidement vers l'avant sans un mot. Il l'a remis à Sophia, qui a hoché la tête rapidement et a pris une grande inspiration avant d'aller voir Daniel assis là. « Monsieur Moore », a-t-elle dit doucement, « le capitaine. » « Et Monsieur Tate aimerait savoir si vous préférez débarquer et prendre un vol privé pour Chicago. Nous pouvons avoir un jet. Prêt dans 25 minutes. » Daniel a levé les yeux, posé son livre sur la tablette et a donné la réponse la plus inattendue de la journée. « Non, a-t-il dit. Je reste dans ce vol, à ce siège, avec ces gens, si cela vous convient. » Sa voix était chaleureuse mais ferme. Sophia a souri doucement. « Oui, monsieur, c'est plus que convenable. » Mais tout le monde ne souriait pas. Une passagère du rang 1 s'est penchée pour chuchoter quelque chose à son mari. Gregory Lang s'est de nouveau agité, visiblement, et mal à l'aise, comme s'il essayait encore de concilier ce qu'il avait vu et ce qu'il avait supposé. Ashley, toujours caché dans la cuisine, a juste jeté un coup d'œil à travers le rideau avant de disparaître à nouveau, sa présence presque fantomatique. Maintenant, le pouvoir qu'elle avait autrefois avait complètement disparu. Mais pour Daniel, il ne s'agissait pas de punition, ça n'avait jamais été. Il ne cherchait pas l'humiliation publique. Ce qu'il voulait, ce dont il avait besoin, c'était que les gens on voit à quoi ressemble le billet quand personne ne s'y attend. Ressentir la tension de le voir en temps réel et partie se rappeler combien il est facile de rester silencieux jusqu'à ce que ce soit votre siège qui soit remis en question. Les roues de l'avion ont finalement commencé à vider, à rouler. Et alors que le jet s'éloignait doucement de la porte 22, Daniel s'est appuyé dans son siège, les doigts reposant légèrement sur le livre, encore ouvert sur ses genoux. Son téléphone a vibré une fois. Un message de sa fille, Olivia, est apparu à l'écran. « Envoie-moi un texto, la rente est quand tu atterris. Je t'attends à la sortie.
Il a souri de la simplicité du message. Elle ne savait pas encore ce qui s'était passé. Elle, la personne, voulait juste voir son père. Et à ce moment-là, Daniel n'était ni PDG, ni un cas test, ni une protestation silencieuse. Il était juste un papa qui rentrait chez lui pour sa fille. Il a répondu d'un seul mot, bientôt. Pendant ce temps, au siège social, l'incident avait déjà atteint l'équipe de direction. Un analyste junior qui se trouvait à la porte a filmé un court extrait de la confrontation avec les agents de bord et l'a posté anonymement sur une chaîne interne. En moins de 30 minutes, la vidéo circulait déjà au-delà du siège. Et au moment où l'avion a atteint son altitude de croisière, le nom de Daniel était en tendance. Pas comme une figure publique. Pas encore, mais comme un héros discret qui avait montré de la retenue là où on attendait de l'indignation. Au siège 3B, un entrepreneur tech qui naviguait sur LinkedIn a reconnu le nom sur la carte de visite que Daniel avait donné au capitaine. Il s'est tourné vers l'homme à côté de lui et a chuchoté « Ce n'est pas un simple passager. Ce type dirige toute la compagnie aérienne. » Les yeux de son voisin se sont écarquillés. « Tu es sérieux ?» La rumeur a commencé là. Des murmures ont parcouru les rangées. Certains passagers ont sorti leur téléphone pour chercher son nom sur Google. D'autres échangeaient. Des regards complices. Petit à petit, les pièces se sont assemblées et à chaque instant, la présence de Daniel en 2A devenait plus lourde, plus puissante. Il n'avait pas changé. Mais leur regard sur lui, oui. Sophia est revenue avec une serviette chaude et une bouteille d'eau fraîche, cette fois posée doucement avec les 2 mains. « Monsieur, a-t-elle dit, si je peux faire quoi que ce soit pour rendre votre vol, plus à l'aise, faites-le-moi savoir. » « Vous l'avez déjà fait, répondit Daniel, en me traitant avec dignité. Ses yeux se sont adoucis. Elle hocha la tête et continua son chemin, mais pas sans jeter un dernier regard en arrière. Non pas pour vérifier qu'il allait bien, mais par un respect silencieux. Pendant ce temps, Grégory ne pouvait plus rester immobile. Après quelques profondes respirations et une pause gênante, il se pencha vers Daniel, se raclant la gorge comme un homme qui se prépare à prendre la parole. « Monsieur Moore, je veux m'excuser pour tout à l'heure. Je me suis trompé. Je n'aurais pas dû. » Daniel leva la main, l'interrompant net, pas brusquement, mais avec fermeté. « C'est pas une question d'excuse que tu me dois, dit-il calmement. Il s'agit de comprendre pourquoi tu t'es senti aussi à l'aise. À faire des suppositions en premier lieu. Je ne cherche pas à des regrets, je veux une réflexion. » Grégory cligna des yeux surpris, puis il hocha lentement la tête. « Tu as raison, j'ai du travail à faire. » De retour dans le cockpit, le capitaine Hornbecker resta silencieux après avoir rempli une courte entrée dans le journal de bord. Il venait de parler avec Marcus Ted à la radio, qui l'informa que cet incident déclencherait un audit complet des politiques de conduite des équipages au sein de la politique. Tous les membres d'équipage à bord seraient interrogés après l'atterrissage. De nouveaux protocoles d'équité étaient déjà en cours d'élaboration. Et le capitaine Becker, qui pilotait depuis 2 décennies sans jamais remettre en question les conflits de siège, réalisait maintenant que Dudel assistait en première ligne à un moment historique. Pour Daniel, il ne s'agissait pas de devenir viral. Il ne voulait pas être au centre de l'attention. C'était quelque chose de beaucoup plus discret et durable. Il s'agissait de reprendre sa place, de montrer par sa présence et son assurance que le pouvoir n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, que l'autorité n'a pas besoin d'être prouvée, juste rappelée. Et alors que l'avion se stabilisait à 35 000 pieds, Daniel ferma les yeux un instant, non pas pour diplômer dormir, mais pour respirer profondément. Il était venu dans ce vol pour observer, pour confirmer un soupçon. Mais ce qu'il découvrit fut quelque chose de bien plus personnel. Que même au sommet, même quand on est celui qui signe les... « Je te paie !»
On peut encore être pris pour quelqu'un qui n'a pas sa place. Et c'est pourquoi le travail devait continuer. Pas seulement chez Global Skies, mais partout. L'avion avait atteint sa vitesse de croisière, mais la cabine ne s'était pas vraiment détendue. Pas encore. La tension persistait dans les recoins, douce mais indéniable. L'air était maintenant plus calme, presque respectueux, comme si les passagers savaient qu'ils venaient d'être témoins de quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui valait la peine d'être retenu. Mais pour nous, messieurs Daniel Moore, le moment de l'exposition était passé. Maintenant venait la partie la plus importante, la réaction. Assis calmement en 2A, il reprit son téléphone. Il y avait déjà 4 messages vocaux, une dizaine de textos et un « Comment vous va le... tout vous da ?» pour la email marqué en priorité de l'équipe juridique de la compagnie. Mais un message se détachait. Une note de son assistante avec seulement 4 mots. Le conseil surveille. Daniel verrouilla l'écran. Il n'était pas là pour faire bonne figure devant le conseil. Il n'était pas là non plus pour punir. Des gens, il était là parce que quelque chose pourrissait silencieusement dans son entreprise et cela venait de se manifester de la manière la plus publique et incontestable. Il avait maintenant les preuves et il était temps d'agir. Pas après que le vol est atterri, mais ici et maintenant. Il se tourna vers Sophia qui passait et demanda doucement: « Pourrais-tu demander au capitaine si je peux lui parler ? Juste 5 minutes en privé ?» Sophia hésita une seconde, hocha la tête sans un mot et se dirigea vers le cockpit. 2 minutes plus tard, la porte s'ouvrit, le capitaine apparut, calme, respectueux. « Monsieur Moore, nous pouvons aller dans le petit office avant, si vous voulez. » Daniel se leva, sans faire de scène, et le suivit dans le petit office. Le capitaine Ron Baker se tenait les mains derrière le dos. Il n'était pas sur la défensive. Il semblait réfléchi. « Monsieur, commença-t-il, je tiens d'abord à vous dire que je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé. J'aurais dû agir autrement dès que je suis entré dans la cabine. » Daniel leva la main. « Capitaine, je ne suis pas là pour des excuses. J'en ai entendu toute ma vie, je suis là pour avoir des éclaircissements. » Le capitaine acquiesça lentement. « Vous les avez, monsieur, ça ne se reproduira plus. »« Ce n'est pas suffisant, » dit Daniel doucement mais fermement, « parce que ce qui m'est arrivé aujourd'hui arrive à des gens qui ne sont pas assis à cette place, des gens qui n'ont pas mon titre. Le problème ne vient pas d'une mauvaise pomme, c'est le tonneau tout entier. » Baker avala difficilement. Oh, « Je comprends. » Daniel le regarda droit dans les yeux. « Comprends ton situation. » Baker avala difficilement. « Je comprends. » Daniel le regarda droit dans les yeux. « Comprends si tu... » La question flottait dans l'espace étroit entre eux, pas accusatrice, mais défiant, le genre de question qui force un homme à se regarder intérieurement. La voix de Baker baissa. « Je crois que oui maintenant. » Daniel s'appuya légèrement contre le comptoir de la cuisine, bras croisés. « Voilà ce qui va se passer, dit-il calmement. À l'atterrissage, tu rédigeras un rapport complet sur l'incident. Pas seulement sur le comportement des passagers, mais sur le jugement de l'équipage. Je veux une chronologie complète, chaque décision, chaque moment. Déclaration, non si nécessaire, ça ira directement à l'équipe audite. Compris. » Et le capitaine Daniel ajouta: « Ne protégez personne par loyauté. La loyauté sans responsabilité, c'est juste une couverture. » Baker hocha légèrement la tête. « Oui, monsieur. » Sur ce, Daniel lui tendit la main. Baker la serra fermement, avec respect, et Daniel retourna à son claril. Siège. Sophia s'écarta en le laissant passer.
« Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. Daniel la regarda et quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. « Ça ira. » Elle hocha la tête et repartit vers l'arrière. Une fois assis, Daniel Méné prit une profonde aspiration et plongea la main dans son sac d'ordinateur. Il en sortit un petit carnet en cuir. Pas de logo, juste des bords usés. Et la sensation d'un objet vécu. À l'intérieur, des notes manuscrites des 6 derniers mois, des citations de passagers, des numéros de vol précis, même des mails internes d'équipage qui avaient contacté en confiance, craignant de parler publiquement. Ce n'étaient pas juste des histoires éparpillées, c'étaient des symptômes, et Daniel savait mieux que beaucoup. Quand une organisation commence à ignorer le silence, elle finit par répondre au bruit. Il tourna la page blanche et commença à écrire des actions immédiates. Incident du vol 162 numéro 1. Audit interne complet sur le comportement de l'équipage des 90 derniers jours. 2. Formation d'urgence sur l'éthique et l'équité obligatoire pour tout le personnel en première ligne. 3. Lancement d'une hotline anonyme. Parler librement pour signaler billets ou mauvais traitement. 4. Publication d'une excuse officielle aux passagers concernés, publique et sans jargon de communication. 5. Suspension de l'agent de bord principal en attendant une revue interne. 6. Promotion et récompense du personnel ayant fait preuve d'intégrité sous pression, comme Sophia Grant. 7. Note interne à tout et récompense employé. Le silence, c'est la complicité, écrivit-il. L'ambiance dans la cabine s'adoucit encore, non pas parce que les gens avaient oublié ce qui s'était passé, mais parce qu'ils commençaient à l'assimiler. Un couple âgé, assis en 4A et 4B, se pencha vers Daniel à la fin de ses notes. La femme, aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, doucement. « Je veux juste vous remercier. Tout le monde ne serait pas resté aussi calme. » Daniel hocha la tête, enfermant son carnet. Parfois, la dignité est la chose la plus forte dans la pièce. Elle sourit. « Vous nous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je ne suis pas présurité. Venu ici pour enseigner, répondit-il. Je suis venu ici pour voir qui nous sommes vraiment. Nous avons du travail. » Pendant ce temps, au siège de Global Skies, la salle de réunion bourdonnait. L'assistante de Daniel les avait déjà briefés sur l'incident. Le service juridique paniquait à cause des retombées possibles en communication. Le service com préparait une déclaration neutre, mais Daniel avait prévu tout ça. Ce qu'il n'attendait pas, c'était sa prochaine action. Il envoya un seul message au conseil via le chat interne. « Ne publiez aucune déclaration avant mon atterrissage. Je prendrai la parole en premier. » C'était la façon de faire de Daniel. Jamais dans la réaction. Toujours délibéré. Toujours vigilant. Toujours à l'affût du moment précis où une leçon pourrait s'imposer. Pas seulement publiquement, mais profondément dans le système lui-même. Tandis que l'avion glissait au-dessus du Midwest à moins d'une heure de la descente, la cabine devint silencieuse. Sophia descendait doucement l'allée, proposant des snacks. Ashley était toujours introuvable, n'était pas retourné dans la cabine depuis l'incident. Et quand Marcus Tate contacta Daniel en plein vol, avec un bouc sous-trait insécurisé pour lui montrer la vidéo interne captée par la caméra du cockpit, montrant le moment exact où Ashley avait fait sa menace, Daniel ne regarda que les 20 premières secondes. C'était suffisant. Il mit pause. La preuve était là. Mais la mission n'était pas la vengeance. C'était la réparation. À moins de 40 minutes de l'atterrissage, Daniel consulta sa montre. Il regarda par sa presbytie la fenêtre, observant les nuages se disperser en un bleu infini. Quelque part en bas, sa fille attendait, quelque part en bas. Une salle de rédaction devait déjà poser des questions. Mais ici, dans cette cabine, il était toujours juste un homme au siège. 2A, calme, tranquille, imperturbable.
L'avion entama sa descente lente vers Chicago. Et quand le train d'atterrissage se déploya avec son Barloni, Claquement familier, Daniel se pencha en arrière et murmura doucement pour lui-même. Maintenant, commençons. La fenêtre, regardant les nuages, se dissipait dans un bleu infini. Quelque part en bas, sa fille attendait, quelque part en bas. Une salle de rédaction posait probablement déjà des questions. Mais ici, dans cette cabine, il restait juste un homme dans le siège. Des 2A, calme, tranquille, imperturbable. L'avion commença sa lente descente vers Chicago, et au déploiement du train d'atterrissage avec son fort et claquement familier, Daniel se pencha en arrière et murmura doucement pour lui-même. Maintenant, commençons. Les roues touchèrent le sol à Chicago, avec un bruit ferme et régulier, et pendant un instant, tout était immobile, ce souffle suspendu. Ce moment où tout l'avion semblait expirer en même temps. Mais pour Daniel Moore, ce n'était pas du soulagement qu'il ressentait. C'était de la concentration. Le moment qu'il avait planifié, la raison pour laquelle il avait pris ce siège en 2A, allait se dérouler. Alors que l'appareil roulait vers la porte, l'énergie dans la cabine changea encore. Cette fois, pas de tension, mais d'anticipation. La nouvelle s'était répandue. Les chuchotements étaient devenus des confirmations silencieuses. « C'est le PDG de toute la compagnie », murmura un passager. Un autre ajouta. « Le gars qu'ils ont essayé de déplacer, il possède l'avion sur lequel on est assis. » Daniel Ne répondit rien. Il resta simplement assis, dans la même posture calme qu'il avait depuis le début, regardant le terminal. Défilé devant les fenêtres. Une douce sonnerie retentit au-dessus. La voix du capitaine reprit. « Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport international Howard de Chicago. Au nom de Global Skies, merci d'avoir volé avec nous. Nous vous demandons de rester assis jusqu'à ce que l'avion soit à la porte et que le signal de la ceinture de sécurité soit éteint. » C'était le discours habituel. Mais rien dans cet atterrissage n'était habituel. Daniel remarqua le capitaine jeter un regard en arrière à travers la porte du cockpit. Juste un regard, presque comme un salut silencieux. Daniel hocha la tête en retour. Alors que la passerelle se connectait, Héloïse, le signal de la ceinture s'éteignait, les passagers se levèrent lentement. Personne ne se précipita vers l'allée. Les regards restaient fixés sur Daniel qui restait assis, attendant. Sophia s'approcha et se pencha doucement. « Monsieur Tate attend à la porte avec la sécurité aéroportuaire. Les médias sont dans le terminal. » Daniel ferma son carnet et se leva. « Gardons ça discret, dit-il. Je ne veux pas de spectacle. » Elle hocha la tête. « Compris. » Puis avec une autorité tranquille, Daniel s'avança dans. Les passagers s'écartèrent sans un mot. Pas parce qu'il avait demandé, mais parce que quelque chose en eux avait changé. Ce n'était pas un homme qui exigeait le respect, c'était un homme qui le portait naturellement. Un par un, les gens hochèrent la tête. Une femme murmura doucement « Merci d'avoir tenu bon ». Un homme en 3B murmura « Ça voulait dire quelque chose ». Une autre posa simplement la main sur son cœur quand Daniel passa. Il hocha la tête à chacun d'eux, pas comme une célébrité, pas comme Un dirigeant puissant, mais aussi un être humain qui avait tenu bon face à une humiliation silencieuse. Et maintenant, il était temps de transformer ce moment en changement. Au bout de la passerelle, Marcus Tate attendait, avec la troupe responsable de l'aéroport. Son visage était tiré mais posé. « Monsieur !» dit-il, alors que Daniel descendait de l'avion. Une équipe de journalistes qui attendent au-delà de la sécurité. À vous de voir. On peut les rediriger ou les laisser patienter, dit Daniel. J'ai besoin de 10 minutes. Il se dirigea directement vers une salle de conférence privée dans le couloir où une petite équipe du siège s'était rassemblée. Le conseiller juridique,
la directrice des relations publiques, la responsable RH, tous debout, tous silencieux. Daniel prit place à la tête de la table, desserra son col et regarda autour de lui. « D'abord, vous n'intervenez pas, vous écoutez. » Quelques-uns bougèrent mal à l'aise, mais personne n'interrompit. « Ce qui s'est passé sur le vol 162 n'est pas une erreur isolée, poursuivit-il. C'est le ralliement et les symptômes d'un problème culturel que nous avons ignoré trop longtemps. Donc, à partir de maintenant, on ne gère plus seulement l'image. On mène une transformation. » Il sortit de son sac un carnet en cuir, ouvrit la liste des actions. « Nous lançons une initiative à l'échelle de l'entreprise. Aujourd'hui, ce sera appelé le protocole Skyline. » Un silence suivit. Puis, une voix douce. La responsable RH prit la parole. « Qu'est-ce que cela inclut exactement, monsieur ?» Daniel répondit sans hésiter. « Une formation obligatoire sur l'équité et les préjugés pour tout le personnel de bord et au sol, renouvelée chaque année. Une plateforme permanente et anonyme. De signalement des comportements discriminatoires, une révision complète des effectifs des employés en contact avec la clientèle et le programme de mesures correctives. Mais ce n'est pas qu'une question de politique. Nous changeons le message depuis le sommet. Je filmerai la première. Déclaration vidéo interne cet après-midi. » Marcus Tate s'avança. « Et l'équipage du vol 162. » La voix de Daniel ne trembla pas. L'hôtesse principale sera mise en congé immédiat en attendant une revue formelle. Son dossier sera complusi, n'a pas fléchi. La chef de cabine sera mise en congé immédiat en attendant un examen formel. Son dossier sera audité. Si des schémas sont détectés, un licenciement suivra. Mais il ne s'agit pas seulement d'elle. Nous auditons 30 jours. Si le rapport de cabine sur toutes les routes, et le capitaine, il fera partie du comité consultatif parce qu'il a pris ses responsabilités. Il a carrément indiqué que ce n'était pas une recommandation. C'était comme ça que ça allait se passer. De retour dans le terminal, la nouvelle s'était répandue bien au-delà des canaux internes. Un journaliste d'un média de Chicago avait repris la vidéo d'un passager qui avait fuité plus tôt ce matin-là. L'histoire avait déjà été retweetée plus de 1000 fois. Les titres affichaient « PDG noir humilié sur sa propre compagnie, répond avec dignité, réforme avec puissance. » Quand Daniel entra dans l'espace presse près de la porte d'arrivée, les projecteurs étaient déjà allumés, mais il ne monta pas sur un podium. Il ne haussa pas la voix. Il se tint simplement aux côtés de Marcus, regarda la foule et parla directement et calmement. « Oui, j'étais le passager au siège 2A. Oui, on m'a mal jugé, ignoré et demandé de me déplacer à l'arrière de l'avion. Mais cette histoire ne parle pas d'embarras. Il s'agit de responsabilité. Je dirige une entreprise qui sert des millions de personnes et aujourd'hui j'ai vu de mes yeux ce que certains d'entre eux vivent. À partir de maintenant, Global Skies fera mieux. Pas avec des excuses vides, mais avec des actions, des politiques et de la responsabilité. C'est ma promesse. Pas seulement en tant que PDG, mais en tant qu'homme qui refuse de rester silencieux. » Et, sur ces mots, il se retourna, s'éloigna des micros et disparut dans la foule. Alors que Daniel quittait le terminal, son téléphone sonna. « Olivia !» Il décrocha, souriant en voyant son nom. « Papa !» Sa voix était pleine d'inquiétude. « J'ai vu les infos. »« Tu vas bien ?»« Je vais mieux que bien, » répondit-il. « Je t'expliquerai tout quand je te verrai. Je suis à la sortie des bagages. Porte 6. J'arrive. » Il raccrocha, toujours souriant, pas parce que tout était réglé, mais parce qu'il savait que ça commençait enfin à bouger. Et parfois, le mouvement est le premier vrai signe d'espoir. Daniel la repéra avant qu'elle ne le voie. Olivia se tenait près des escalators à la porte 6, tenant son téléphone dans une main et un café à emporter dans l'autre, scrutant la foule avec cette même intensité calme qu'elle avait depuis qu'elle était petite. Elle avait 27 ans maintenant, travaillait dans le droit associatif, pleine de feu et de cœur. Le genre de femme qui pose des questions difficiles et attend du monde qui fasse mieux. Quand son regard se posa sur lui, tout son visage s'illumina. Elle marcha vite, sans courir, sans faire de scène. Mais quand elle est arrivée jusqu'à lui, elle l'a serré fort dans ses bras. Pas un mot au début,
juste un long silence entre une fille et le père qu'elle avait toujours admiré. Finalement, elle s'est reculée et l'a regardé. « Ça va ?» Daniel hocha la tête, la voix basse. Maintenant, oui, elle lui offrit un sourire complice. « J'ai lu le rapport. Tu n'as rien caché. »« Je ne pouvais pas, dit-il. Pas cette fois. » Ils commencèrent à marcher côte à côte, lentement et sûrement. « Ça couvait depuis un moment, » dit Olivia. « Tu l'as vu. Tu l'as entendu. » Tu l'avais juste pas encore vécu aussi directement. Daniel expira par le nez. Pas un soupir, mais une libération. C'est ça qui fait mal. Il dit « J'ai construit cette entreprise de zéro. Je croyais que si je dirigeais avec intégrité, ça finirait par se transmettre. Mais j'ai oublié. La culture ne se transmet pas comme ça. Elle se construit couche par couche, jour après jour. Et si tu ne la façonnes pas délibérément, quelqu'un d'autre le fera. » Olivia hocha lentement la tête. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Que se passe-t-il ensuite ?» Daniel fit une pause, regarda autour du terminal, puis retourna vers elle. « On recommence. Pas à zéro, mais à partir de la vérité. Et on dirige différemment. Les platitudes ne m'intéressent pas. Je veux des règles. Je veux des protections. Et je veux que des gens comme Sophia, ceux qui hésitent mais choisissent quand même le bon chemin, deviennent le nouveau visage de cette entreprise. » Olivia sourit. « C'est elle qui a vérifié la liste des passagers. » C'est elle, dit Daniel. Elle ne s'est pas trompée tout de suite, mais quand elle a vu ce qui n'allait pas, elle a agi calmement, fermement. C'est ce genre de courage que je veux récompenser. Ils sortirent dans l'air frais de Chicago, où une voiture noire les attendait au bord du trottoir. En montant, Daniel jeta un dernier regard au terminal. Les grandes fenêtres reflétaient la lumière de l'après-midi. Il avait l'air pareil qu'un millier de fois avant, mais il savait que ce n'était plus le cas. Plus maintenant. Ce soir-là, dans une diffusion interne en direct envoyée à tous les employés de Global Skies, près de 38 000 dans le monde, Daniel était assis sur une chaise simple dans une salle de conférence calme. Pas de décor, pas de logo, juste un micro et ses mots. « Si vous regardez ceci, commença-t-il, cela signifie que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé sur le vol 162. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, elle est déjà connue. Ce dont je veux parler, c'est ce que ça a révélé. Pas seulement sur quelques personnes, mais sur nous en tant qu'entreprise, en tant que culture, et surtout en tant qu'individu avec le pouvoir de blesser ou de guérir, parfois dans la même phrase. » Il fit une pause, laissant le silence s'installer. « Si moi, en tant que PDG, je peux être prié d'aller à l'arrière de l'avion parce que je n'ai pas le bon look, alors vous pouvez être sûr que nos clients sont traités de la même façon. Je ne suis pas en colère. Je suis réveillé et j'espère que vous l'êtes aussi. » Pendant les 10 minutes suivantes, Daniel présenta le protocole Skyline, non pas comme une réaction, mais comme une renaissance. Il parla de créer une culture où chaque employé, peu importe son origine, serait formé non seulement au service client, mais à la compréhension humaine. Il annonça que tous les membres d'équipage devraient suivre une formation sur l'équité 2 fois par an. Qu'un conseil d'employés tournant, composé de voix diverses de chaque département, conseillerait désormais directement la direction. Et surtout, il fit la promesse que Global Sky serait un endroit où personne, ni passager ni personnel, ne se ferait jamais dire d'aller à l'arrière à cause de son apparence. La vidéo se termina calmement, sans musique ni applaudissements, juste Daniel assis, le regard fixe, la voix posée. Mais l'onde de choc qu'elle provoqua dans l'entreprise durerait des années. En une semaine, le protocole avait été déployé. En un mois, de nouvelles règles d'embauche avaient été mises en place. Et avant la fin de l'année, Daniel avait nommé Sophia Grant directrice de la culture cabine. Un nouveau poste, conçu pour porter le cœur de la compagnie. Pas seulement ses mains. Les passagers du vol 162 s'en souvinrent aussi. Beaucoup écrivirent des lettres. Quelques-uns s'exprimèrent publiquement. Et une femme du rang 3, celle qui serrait ses perlés,
dès le début du vol, fit un don de 7 000 $ à un fonds de bourse créé au nom de Daniel pour les jeunes noirs entrant dans l'aviation. Elle l'appela sa petite réparation silencieuse. Quant à Daniel, il a continué à voler. Pas en jet privé, pas derrière une vitre teintée, mais en siège 2A, souvent à l'improviste, toujours en observation. Pas pour tester les gens, mais pour se rappeler que le leadership ne se mesure pas à la hauteur où l'on s'assoit. C'est plutôt une question de se lever quand ça compte. Et ce jour-là, à 10 668 mètres d'altitude, il l'a fait. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner.